Eh bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour celles et ceux avec qui j'ai déjà eu le plaisir d'échanger, puis ceux qui étaient aussi hier avec nous. On était ensemble avec Frédéric sur les sujets d'agilité, où on a commencé aussi à parler de gouvernance. Et donc, on poursuit cette séquence avec mes trois invités cet après-midi. Alors, effectivement, dans un contexte de transformation numérique accélérée et puis des menaces cyber qui sont croissantes. On en parlait juste avant et c'est évidemment un sujet au cœur de cet événement ici à Monaco. Les entreprises de taille intermédiaire doivent de fait s'investir et effectivement renforcer leur gouvernance numérique, la gouvernance du SI pour rester à la fois compétitive et résiliente. Et là, effectivement, compte tenu du contexte, c'est d'autant plus vrai. Alors, une gouvernance qui appelle effectivement à des arbitrages, à des choix stratégiques. On va y revenir à des modèles, à des modes de gouvernance et on essaiera d'en savoir un peu plus avec nos invités. Et puis des arbitrages qui sont aussi humains, qui sont financiers. On va en parler ensemble, organisationnels de fait. Alors on va essayer de comprendre comment se positionne aujourd'hui le ou la DSI au sein de l'organisation, comment elle monte vraiment dans le top priorité aujourd'hui des entreprises et des organisations, quels sont les arbitrages, comment on les opère, on en parlera avec vous évidemment Christophe, Thierry et Frédéric, et puis effectivement les stratégies qui sont à l'œuvre et les leviers d'action qui sont à votre portée. Mes invités, Frédéric Charles, merci d'être encore avec nous aujourd'hui, directeur stratégie digitale et innovation chez Suez Smart Solutions. À vos côtés, Thierry Salon, merci Thierry d'être avec nous aujourd'hui, responsable donc du département cybersécurité et infrastructure de l'AFP. Et nous avons le plaisir d'accueillir, enfin c'est plutôt vous d'ailleurs Christophe qui nous accueillez ici à Monaco. Christophe Tronchet, donc vous êtes directeur administratif et financier du groupe Monaco Télécom. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous propose qu'on démarre peut-être cette séquence, Frédéric, avec un mot, j'ai presque envie de dire un peu chapeau aujourd'hui. Et c'est un point d'ailleurs que vous aviez commencé à souligner un petit peu hier avec nos invités sur la place du numérique d'un point de vue stratégique au niveau des ETI. Comment est-ce qu'elle se positionne? Et de fait, se pose la question de ces différents modes et modèles de gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'il en est, ce que vous percevez, vous, au sein de votre structure, et puis avec vos pairs avec lesquels vous échangez quotidiennement? Tout à fait. Donc la gouvernance, alors la gouvernance, gouverner, ça réfère à la direction, au comité de direction. Donc la première question déjà qu'on peut se poser, c'est l'alignement entre le système d'information et la DSI et la direction générale de l'entreprise. Dans une ETI, c'est encore plus fort que ça peut l'être dans toute entreprise, parce qu'en fait, une ETI, c'est une entreprise qui est en croissance. Elle a été PME, grande PME, ETI et conduite de croissance. Donc son modèle économique continue de se développer, et en fait tout est mis au service de la croissance, et cette croissance et cette vision stratégique, elle est portée par la direction de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait ce lien. Alors après, ces questions-là sont assez classiques. Est-ce que ça veut dire que le DSI est au comité de direction? Est-ce qu'il y a un comité de direction élargi SI régulièrement dans lequel on invite le DSI? Est-ce que voilà, en tout cas, il faut trouver un lien. S'il n'y a pas de lien, Est-ce voilà. que ce lien est de plus en plus visible? Est-ce que vous voyez Alors, aujourd'hui cette tendance qui s'instaure ou pas encore? Alors aujourd'hui, enfin, quand on voit, alors malheureusement, il est peut-être visible quand il y a des échecs de projet, parce que moi, donc là, c'est plutôt mon côté académique et pas sujet, et pas ma cassette chez Suez qui me fait dire ça, ou quand on fait des autopsies de projets pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et justement améliorer les guides les guides de gouvernance, en fait, on voit que en fait, il y avait une vision du dirigeant qui était, j'ai appelé tel prestataire. Je lui ai confié je lui ai confié le projet alors qu'il est externe, et il a mis en place, et puis ça n'a pas marché. On a tout, ok, bon, transformer, c'est changer de forme, transformer, changer de forme, ça ne peut pas se faire comme ça. Les prestataires, bien sûr, jouent un rôle, mais on ne peut pas juste. Et or, ça, c'est une vision que peut avoir le dirigeant d'entreprise, parce qu'en fait, lui, pour acheter une flotte de camions, c'est comme ça qu'il fait. Il appelle Europcar, il dit voilà, je voudrais une offre en leasing, et puis tu me trouves une voiture à tous mes commerciaux partout où ils sont, paf, j'ai un problème, une solution, et hop, on passe au suivant. Donc on a vraiment
On a vraiment le sujet. Alors, par contre, dans cette question-là, il y a le côté aussi vision finalement, parce que on a dit qu'il y avait l'intégration, mais la vision partagée, parce qu'elle doit aussi aller au niveau du comité de direction, donc au moins au niveau des directions des métiers. Et donc, ça veut dire que là, il faut faire émerger une vision partagée. Donc là, il faut trouver un moyen. Alors, ça peut être un schéma directeur informatique qui est aligné sur le plan de développement de l'entreprise. Dans les exemples qu'on a eu de TI hier, et d'ailleurs, une conférence que j'ai assistée, il y avait des LBO, donc les LBO, généralement, il y a des investisseurs qui ont mis de l'argent et qui savent dans les 5 prochaines années à combien ils veulent sortir. Donc le business plan, il est assez clair. Donc, et ce qu'il doit développer est clair. Donc maintenant, il faut aligner le SI sur ce business plan. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Sur les modèles de Alors, gouvernance, dans les modèles de quel est votre gouvernance retour? là-dessus, on va dire, là, on peut s'appuyer sur la théorie 12, le Alors chiffre 12, magique. 12 vecteurs. Voilà, on a Camille qui est Donc, avec nous. Merci donc Camille. merci au public de participer. Voilà, on remet. On remet ça. En fait, quand on parle de gouvernance, je sais pas, voilà, donc il y a un guide d'audit, le GAGSI. Si vous cherchez sur Internet GAGSI, et puis vous tapez PDF ou même SIGREF PDF, c'est un guide d'audit qui est tenu à jour par le SIGREF, qui est une association de DSI, la FAI, Association française des auditeurs internes, et l'IFACI. Et donc, ce guide d'audit, ça augmente. Aujourd'hui, on en est à 12 vecteurs qui sont les 12 dimensions qu'il faut analyser pour arriver à traiter la gouvernance. Alors, quand on est dans une ETI, toutes ne sont pas nécessairement stratégiques tout de suite. Même, je vais dire, la fonction RH, OK, on est 6 personnes, on va passer à 30, c'est essentiel, mais on n'en est peut-être pas encore là, ce qui n'est pas le cas d'une DSI de 200 personnes. Donc moi je mets en avant les vecteurs le 1, le 3, le 4, le 7 et le 11. Alors le 3 et le 11 qui sont la sécurité et le budget performance vont être abordés par mes deux autres co-témoigneurs. Et en fait, ceux qui sont importants, la stratégie, j'en ai parlé. Et puis le 7 et le 4, si je devais en choisir que deux, c'est-à-dire les projets. Aujourd'hui, beaucoup de projets échouent encore. Aujourd'hui, en 2025, on a des échecs de projets. Je citais dans l'agilité, entre guillemets, l'autopsie du projet Millennium de chez Jiffy, qui à la fin a conduit quand même à une perte de chiffre d'affaires, la revente de la société en partie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pourtant, la gestion de projet, ça existe depuis très longtemps. Donc voilà, donc la gouvernance des projets, la gouvernance des portefeuilles de projets, c'est essentiel. Et puis la data, on pourra y On revenir. va revenir effectivement sur ces deux dimensions stratégiques, projet et data. On revient peut-être avec vous, Thierry, sur cette dimension, notamment ce fameux 3 sur les risques, hein, et donc la cybersécurité. C'est aujourd'hui une dimension clé de l'entreprise qui devient stratégique. Comment aujourd'hui est-ce que dans les ETI, et donc notamment au sein de l'AFP que vous représentez, cette dimension cyber est prise en compte au plus haut niveau? Bonjour. Donc, à l'agence, déjà, le DSI fait partie du COMEX et donc ça nous aide fortement. Ensuite, il faut savoir qu'on est aussi aidé par le fait qu'on est dans le monde de la presse, donc on suit les informations, on voit ce qui se passe. Nos journalistes et nos utilisateurs le voient aussi. Et donc, au niveau cybersécurité, c'est bien pris en compte au sein de l'agence. Par contre, c'est quand on veut l'appliquer que ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que en avoir conscience, tout le monde en a conscience qu'il faut en faire. L'appliquer, c'est autre chose parce que ça pose des contraintes. Beaucoup d'utilisateurs voient ça comme des contraintes. Et donc voilà, on est en difficulté au moment de l'application de Comment est-ce que justement, est-ce que vous évoquez là, c'est un point qu'on a évoqué hier aussi, hein, la DSI qui avait notamment cette problématique de diffuser cette culture finalement, et donc cette culture de la cybersécurité. Comment aujourd'hui est-ce que vous arrivez à mieux diffuser? Comment est-ce qu'il y a des éléments qui fonctionnent, que l'on peut partager, et les points qui restent bloquants? Donc, le monde du journalisme, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans cette salle. Je C'est crois des qu'il y en gens, a déjà une à côté de vous, c'est Thierry, déjà mais bon, des gens, je vous des gens apprécie quand même. un peu comment, difficiles à convaincre dans ce mode de sécurité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc il y a la direction DSI, il y a une direction aussi de l'information. Et en fin de compte, dernièrement, on s'est associé avec la direction de l'information pour participer à des présentations, de la sensibilisation, dans lesquelles on va passer sur 3 sujets: la sensibilisation des risques humains, puisqu'on envoie des gens et des journalistes dans des zones difficiles. On associe ça aussi aux risques psychologiques et on fait aussi derrière les risques cyber. Et en fin de compte, le fait d'avoir mis en place ce type de sensibilisation, ça a fait venir beaucoup plus les gens
enfin, les journalistes, les collaborateurs, et on a de très très bons retours. En fin de compte, c'est vraiment biparti et ça a vraiment donné un nouvel élan. En fin de compte, on en faisait auparavant, très peu de personnes se déplaçaient ou venaient nous voir. Le fait d'avoir fait ça, ça a tout de suite mis une dimension différente et un accompagnement plus fort. Donc c'est Merci très important. Thierry. Alors Christophe, peut-être un point avec vous, on l'a compris, hein, vous êtes le DAF, donc ça a été rappelé par Frédéric sur cette dimension budget-performance. Alors c'est évidemment pas le seul champ qui est couvert dans votre domaine, on reviendra peut-être sur le deuxième point, mais en tous les cas dans ce contrôle budgétaire, dans ce contrôle de gestion, comment est-ce que vous opérez ce dialogue avec la DSI, intégrant donc cette gouvernance numérique et aussi avec le sujet de la cybersécurité qui est absolument prégnant et chez Monaco Télécom de plus. Oui, essentiel, la cybersécurité de plus en plus, notamment pour le cas Monaco Télécom. Je ne sais pas si vous connaissez la spécificité des télécoms à Monaco, mais il n'y a qu'un opérateur à Monaco et c'est Monaco Télécom. Donc, on tient un peu le pays avec notre réseau et donc notre SI. Pour revenir sur le sujet budgétaire, là, on va aller plutôt sur un sujet un peu plutôt classique, mais dans un mode ETI, c'est que le DAF et le DSI doivent parler ensemble, doivent se comprendre. Donc, et la direction financière doit comprendre la direction IT. Donc, il faut arriver à vulgariser d'un côté comme de l'autre les besoins des deux côtés. Donc, il est vraiment important d'échanger, de comprendre les besoins et le plan de la DSI. Donc, moi, ce que je demande aux directions informatiques et au DSI, c'est d'arriver encore une fois, à vulgariser la situation actuelle, le plan et où on veut aller et comment on veut y aller, donc en planifiant et donc en priorisant, puisqu'on ne peut pas tout faire, on a des contraintes budgétaires comme dans toutes les entreprises, peut-être encore plus dans une ETI que dans certains grands groupes. Donc il faut arriver à planifier, à essayer d'illustrer les étapes d'un plan IT pour pouvoir l'insérer dans un plan à 5 ans, et puis ensuite dans un budget, puis ensuite prendre des décisions d'arbitrage qui seront les meilleures possibles pour le DAF et les moins pires possibles pour le DSI. Quels sont j'ai envie de dire, les indicateurs dont vous avez besoin ou qui peuvent faire sens pour un DAF, si je me mets à la place des personnes qui sont ici et qui ont peut-être pas un accès aussi facile qu'ils le souhaiteraient avec le DAF pour discuter, dialoguer, présenter leur projet. Qu'est-ce qui vous parle à vous? Quelles sont les informations dont vous avez besoin? Qui sont pas d'ordre technique, ça on l'a compris. Après, ça va dépendre de l'activité, ça va dépendre de la nature du SI. Si c'est un SI qui soutient une activité interne, moi, ce qui va m'intéresser, c'est depuis quand on a cette IT, c'est quoi les périodes d'upgrade, les dates d'upgrade, c'est quoi les coûts de maintenance. Donc, comment on peut faire pour améliorer justement ces coûts de maintenance? Est-ce qu'il y a des zones de risque où on peut aller? On choisit et on mesure l'équilibre entre le risque-prix et l'opportunité et l'équilibre entre les deux. Bien entendu, parce que l'idée, ce n'est pas de mettre l'entreprise par terre, surtout avec les risques cyber qui sont de plus en plus importants. Si c'est un IT qui repose sur le business, on va demander un CAPA planning à notre collègue de l'IT, mais le collègue de l'IT doit aussi connaître un peu les besoins du business. Donc en fait, c'est toute une interaction transversale. Ça ne se limite pas à une relation DAF-DSI, mais c'est DAF-DSI, opérations commerciales et autres. Et c'est vraiment le travail transverse qui va nous permettre d'être en confiance, d'échanger et de pouvoir prendre les bonnes décisions et d'appuyer sur le bouton s'il faut commander X milliers d'euros de commandes. C'est souvent le cas avec l'IT. Enfin, on a souvent des bonnes discussions, mais en tous les cas, si on a les éléments et si les éléments sont compris et vulgarisés, encore une fois, la décision est beaucoup plus facile à prendre. Une décision éclairée qui repose sur des informations qui sont tangibles, qui donnent une vision et puis d'effectivement ce que cela va permettre pour l'ensemble de l'entreprise, donc le ramener à la mission et au cœur même, au savoir-faire de l'entreprise. Un mot sur les projets et la data, peut-être revenir sur ces deux piliers stratégiques dont vous parliez, Frédéric, tout à l'heure. Oui, je vais commencer par les projets parce qu'effectivement,
avant que ça arrive au DAF qui commence à dire mais qu'est-ce que c'est que ce projet qui dérape? Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire. Donc en fait, dans la maîtrise des projets, il y a les deux idées, elles sont résumées par les deux vecteurs. C'est celui de portefeuille de projet et projet. C'est choisir les bons projets, parce que quand on est dans une ETI, on a peut-être plein de possibilités, il faut tout faire en même temps, mais en fait, il y a quand même une logique de choix. Donc là, on retombe peut-être sur l'alignement stratégique ou pas. Priorisation. Cette priorisation, elle va induire aussi le fait que, attention, mon projet, il va être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec du récurrent, ainsi de suite. Donc là, pareil, des sujets financiers qu'il va falloir faire ressortir tout de suite justement pour cette phase de choix. Et puis après, quelque chose qui aujourd'hui, je vais dire, il y a m'a posé la question, est-ce qu'il y a de plus en plus de DSI dans les commerces? En fait, ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de chefs de projet dans les entreprises. Pourtant, il y a de plus en plus de projets qui échouent. Donc le mot chef de projet ne veut pas dire méthode. Donc, en gros, là, je pense que le sujet qui est là, c'est que c'est pas parce que voilà, on a pris quelqu'un de l'extérieur, il y a marqué chef de projet sur son CV, que le projet c'est bon, il est géré. Non, en fait, non, il faut juste gouverner. Ok, on le met lui chef de projet, comment il interagit avec les métiers, voilà. Donc la micro-gouvernance, elle descend ensuite au niveau du projet, et si on n'a pas de certitude qu'on va livrer vite et bien, et il y a plein de façons de le faire, projet, organisation, en fait, on retombe sur le fait qu'on ne peut pas juste sous-traiter, puis ça va bien se passer. À un moment donné, il va venir nous voir en me disant ça y est, c'est fini. Non. Donc là, on rentre vraiment dans la gestion, dans la gestion de projet. Il n'y a pas de, il y a pas de tech. Je veux dire, on parle de sujets qui existent depuis très longtemps. Alors bien sûr, l'agilité a amené beaucoup de choses, parce que l'agilité a permis de réduire la taille des projets, donc de réduire le risque, réduire la complexité, puisqu'on a moins d'interlocuteurs à un moment donné, donc c'est moins complexe. Voilà. Donc l'agilité a beaucoup fait améliorer les choses, mais on reste encore sur des fondamentaux. C'est-à-dire que quand vous recrutez un chef de projet, il faut juste qu'il soit certifié, qu'il ait une méthode de gestion de projet et qu'il l'applique, quoi. Donc ça c'est un point. Sur la data, c'est vrai qu'on se dit, on est une ETI, bon ok, moi j'ai pas des data scientists, bon, n'empêche que la data joue un rôle en fait très important qui est pas, qui est peut-être une évidence, c'est que quand on était la PME, en fait, tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Et la majorité de la data était dans la tête des gens, on va dire, et il n'y avait même pas besoin de le noter. Et puis progressivement, on est devenu une grande PME, on a commencé, voilà. Et quand on a une ETI, en fait, la circulation de l'information devient quelque chose d'essentiel. Donc cette acculturation sur la circulation de l'information, sur la qualité, rien qu'en formation, c'est quelque chose qui peut faire, qui peut faire progresser, avant d'aller parler de faire des data lake et d'utiliser les données demain avec de l'IA. On n'en est même pas là. Ça déjà, cette prise de conscience, forcément, elle n'était pas au départ de la PME. Donc dans le TI, à un moment donné, elle doit émerger. Donc il faut la faire émerger, et c'est le support, et on peut s'évaluer avec cet outil-là sur le vecteur data, en se posant des questions, parce que c'est un outil d'évaluation, de savoir comment on s'évalue. Ce que vous évoquez, c'est finalement cette conduite du changement qui s'opère de la PME vers l'ETI, avec un accompagnement en fait, parce que c'est pas de fait. Voilà, on change de posture, on se transforme, sauf que ça va très vite, il y a souvent de la croissance externe. Et là, on voit effectivement tous ces éléments qui viennent se greffer et qui viennent rendre les choses beaucoup plus complexes. Et donc, de fait, une structuration avec un accompagnement qui est important. Thierry, par rapport à ce que disait Frédéric, est-ce que c'est des choses que vous percevez au sein de l'AFP? Est-ce que cette dimension-là de la structuration, de la circulation de l'information, alors pour le coup, votre cœur de métier, c'est celui-ci. Est-ce que vous le vivez, vous aussi, dans cette transformation de l'AFP, le fait qu'elle grandisse? L'AFP, on traite la donnée depuis toujours. Ce n'est pas un sujet qui est présent. On traite la donnée, on va la gérer, on va la structurer. Donc ça, c'est déjà des projets qui datent depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'AFP, c'est un peu plus de 3 pétas de données. Donc ça veut dire que dès le démarrage, on ne l'avait pas bien structurée, on ne pourrait pas l'utiliser. Or aujourd'hui, elle est très recherchée, tout simplement parce qu'elle est, elle est très structurée, donc on retrouve toutes les infos qu'on souhaite. Et donc voilà, donc j'ai pas ces difficultés-là. Cette difficulté-là, vous ne l'avez pas, mais non. De fait, il y en a quelques-unes autres qui reviennent. Peut-être un mot notamment sur les projets, parce qu'il y a un élément qui pour vous aussi est clé et parfois complexe, c'est d'avoir une visibilité sur ces projets, sur ce temps qui est parfois... On a besoin de savoir où on va, mais en même temps, on est sur des projets où il faut aller très vite, où ça se succède, ça s'enchaîne. Et donc, on voit que ces deux échelles ne sont pas toujours évidentes à piloter, à gérer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez dans votre quotidien? Oui, le temps à l'AFP, on ne vit pas dans le même temps, tout simplement parce qu'on vit au rythme de l'information. Donc, les projets AFP, on a des gros projets en priorité
sécurité très haute. Ceux-là, en général, on va les préserver. Et après, on a d'autres projets qu'il faut qu'on réalise. Typiquement, ça peut être aussi des projets cyber où on est contraint par l'information. Quand dernièrement, il y a le décès du pape, on est obligé typiquement de tout arrêter pour pouvoir accompagner nos journalistes sur cet événement avec, on n'a pas le droit d'arrêter les systèmes, on n'a pas le droit de prendre de risques parce que c'est l'information qui prime. Donc effectivement, on n'est pas dans le même temps et d'ailleurs souvent, certaines sociétés qui nous accompagnent ne comprennent pas ce mode de fonctionnement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces contraintes-là. Nous, on a vraiment des contraintes très fortes dans l'accompagnement. Est-ce que vous arrivez à trouver aujourd'hui des leviers pour mieux leur faire comprendre et vous permettre, vous, de continuer votre activité ? L'information prime. On peut avoir des équipes qu'on va faire travailler de nuit parce qu'en fin de compte, au niveau de l'information, il y a une fenêtre de tir qui est en général entre 3 et 4 heures du matin, plutôt côté asiatique pour l'instant. Et on peut être tous présents à 3 heures du matin. Et à 3h01, on nous interdit de toucher au système. Tout simplement parce qu'il y a une info qui passe quelque part. Donc ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien, qu'on accompagne. Et c'est pour ça que les projets à l'AFP sont pas dans le même timing que d'autres entreprises. Et donc on voit bien la disparité, effectivement, les points que vous évoquiez tout à l'heure. Tout dépend le sujet, tout dépend la structure, l'entreprise est là de fait. Je parle du pape, mais il y a d'autres événements dans le monde qui font que c'est un peu compliqué. Typiquement, l'année 2026 sera une année, alors pas compliquée et difficile pour l'AFP, mais il y a la couverture des Jeux d'hiver, typiquement, et la Coupe du Monde. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est des périodes où les projets vont avancer beaucoup moins vite, puisqu'on va avoir toutes les ressources qui vont être dispatchées sur ces événements et mobilisées sur les événements. Christophe, un mot évidemment sur la souveraineté. On ne peut pas ne pas en parler. C'est un sujet de plus en plus important. Qui plus est dans le monde des télécoms, qui plus est aussi à Monaco, il y a un vrai sujet. Comment aujourd'hui vous intégrez cette dimension donc dans cet échange? Comment est-ce que vous la prenez en compte? Comment est-ce qu'elle devient stratégique ou pas dans ces projets en termes de gouvernance assis? La souveraineté, elle est stratégique. Ouais. Monaco est un souverain, donc la donnée reste à Monaco de base. Elle s'intègre bien entendu à la DAF, mais elle s'intègre d'abord dans les choix IT, dans les choix aussi réseau, mais là on parle d'IT. Et donc oui, elle impacte, la manière de faire, donc les décisions stratégiques, et donc elle impacte les budgets, puisque on va avoir des modèles plutôt de construction in-house, de modèles open source, des modèles qui vont être plus agiles et donc pour lesquels on va pouvoir, par exemple pour notre infrastructure cloud, construire nous-mêmes notre infrastructure. Et donc ça nous permet d'être agile, ça nous permet de construire en principauté, donc de construire dans nos data centers. Mais ça amène aussi le point de la cybersécurité parce qu'on fait quelque chose nous-mêmes, donc il faut aussi le protéger, il faut savoir le protéger. Donc c'est plusieurs briques qui s'enchaînent, pareil avec plusieurs intervenants dans l'IT. Il y a la brique cloud, la brique infrastructure, la brique plateforme et la brique cyber qui vont contribuer à cela. Ouais. Est-ce que c'est un élément aujourd'hui dans vos décisions d'achat qui pèse ? Mécaniquement, ça impacte nos achats puisqu'on va acheter pour construire de cette manière, qu'on ne va pas externaliser notre cloud chez Amazon ou autre, donc on va acheter nous-mêmes notre hardware, nous-mêmes nos matériels, donc ça impacte déjà la manière de faire, c'est des gros investissements en one shot et pas du récurrent comme on pourrait l'avoir chez un cloud provider. Oui, il y a certains fournisseurs qui sont plus ou moins bannis ou plus ou moins préférés dans nos décisions d'achat, tout à fait. Ce sont des investissements humains aussi, puisqu'il faut accompagner en interne. C'est beaucoup d'investissements humains. C'est beaucoup de. Alors, on est à Monaco, donc Monaco, c'est pas réputé pour être un bassin d'emploi sur la partie IT très très fourni. Donc il faut aller trouver les ressources à l'extérieur le plus souvent. Et donc c'est aussi un challenge qui est plutôt un challenge ressources humaines, mais à la fin, il faut attirer la main-d'œuvre qualifiée, et donc ça se paye aussi. Donc à la fin, c'est des sujets budgétaires à la fin qui reviennent et sur lesquels on essaye de toujours trouver les meilleures solutions. Thierry, cet enjeu de souveraineté, évidemment, on parle de cybersécurité de fait, mais l'AFP au cœur de l'information. Et donc là, effectivement, c'est aussi un enjeu majeur
protection de la donnée, protection de l'information, lutte contre aujourd'hui les fake news, les deepfakes, etc. Et là, encore une fois, l'AFP a un rôle crucial. Comment vous intégrez cette dimension de la souveraineté aujourd'hui dans votre cœur de métier en matière de cybersécurité? Jusqu'à présent, on ne gérait pas trop la souveraineté, donc on était assez libre dans l'acquisition des solutions. Dernièrement, avec ce qui se passe, on commence à regarder et mettre dans nos appels d'offres effectivement ce facteur de souveraineté, en sachant que la souveraineté, c'est aussi quand même trouver des solutions qui soient en adéquation avec ce qu'on souhaite faire, qui soient à des niveaux de maturité qui est égal à ce qu'on a aujourd'hui en interne et qu'on a déjà déployé. Et donc oui, on va le regarder, on le regarde dès à présent pour voir évoluer dans ce sens-là. Après, il faut savoir qu'on a des équipes formées, et à partir parce qu'on fait beaucoup de on-premise, donc j'ai mes propres équipes au niveau de la cyber et de tout ce qui est l'infrastructure, et c'est des choses qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, parce que typiquement c'est des jours et des jours de formation, c'est des compétences que l'on a, donc on ne peut pas non plus faire ça dans l'immédiat, ça sera au coup par coup en fonction du projet. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à trouver des technologies qui sont en capacité de répondre à vos besoins avec cette notion de souveraineté, pas uniquement nationale, mais européenne, puisqu'on est quand même à cette échelle de l'Europe? La souveraineté, si on parle d'un data center, quand on veut acheter des serveurs ou autres, la souveraineté, c'est un peu difficile de trouver des solutions françaises, Il y a peu européennes. d'Européens. Non, mais c'est pour ça. Oui, Christophe quand on parle, réagit, ce que vous disiez. Quand on parle de sécurité, on a des solutions françaises de sécurité, mais quand on commence à demander un peu quel est l'actionnariat de ces sociétés, on s'aperçoit que globalement, il y a 30-40% de sociétés américaines ou chinoises qui sont aussi dans ces structures. Donc on se pose la question de savoir si à terme, il ne va pas y avoir un basculement complet vers la société américaine ou autre. Donc oui, c'est compliqué, quoi. C'est assez difficile. Christophe, vous vouliez réagir, rajouter Non, je renforce ce point. Guy, je partageais tout à fait la souveraineté. Sur l'IT, comme Monaco Télécom, donc une nouvelle fois sur les réseaux, c'est compliqué de trouver. Alors, sur les réseaux, c'est peut-être un petit peu moins compliqué, parce qu'il y a quand même encore des acteurs européens qui sont assez forts. Mais sur l'IT, ça oriente. Tout à l'heure, la question était est-ce que ça oriente notre politique achat? Oui, elle est orientée, mais à la fin, le choix, ça joue entre les États-Unis et l'Asie, quoi, pour la plupart du hardware. Donc, le choix est limité quand même. Oui, je rebondis pour Christophe. Mais le fait que Monaco Télécom, Monaco globalement, développe son propre data center sur place, et puis j'avais cru comprendre qu'il y avait une réplique avec d'autres acteurs un peu plus éloignés, ça veut dire qu'une boîte monégasque, finalement, peut profiter de cette infrastructure souveraine? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a l'État monégasque a aussi lancé son cloud souverain. Donc, il y a Monaco Cloud. Et nous, c'est notre cloud qui a été lancé avant. Et donc, on a conservé notre cloud. Donc, il y a 2 clouds souverains, si je puis dire, en principauté. Et puis, nos data centers sont tous en principauté, même si le foncier n'est pas réputé très bon marché en principauté. On a quand même nos data centers ici. Et donc, c'est un facteur aussi de compétitivité, puisque les banques monégasques veulent garder leurs données en principauté. Les clients monégasques, globalement, veulent garder leurs données en principauté. Et donc, on a ces solutions à la fois d'hosting physique, donc data center, et de solutions cloud qui sont en principauté, tout à fait. Est-ce que vous voyez peut-être une dernière question à vous trois, et puis on prendra ensuite quelques questions de nos invités, peut-être un frein qui persiste et un levier d'action pour pouvoir renforcer cette gouvernance du SI et la rendre à la fois rester compétitive, ce que vous disiez, tout en étant plus résiliente? Est-ce que vous voyez un frein qui persiste et possiblement un levier d'action? Donc si on élimine le frein financier, puisque c'est bon, les DAF ont validé, il reste le facteur humain, c'est-à-dire les compétences, parce que quand il y a cette croissance, il faut accompagner, voir la culture, parce qu'associé à ces compétences, on peut avoir une problématique de culture en silo. Donc je pense que le facteur humain, ne pas le négliger, et il est clé. Je suis d'accord avec c'est un peu le facteur humain. C'est ce que vous avez souligné à plusieurs reprises, Voilà, le facteur humain déjà. Oui. Le facteur humain, c'est important, mais globalement, moi, ce qui me pose le plus de problème, c'est le DAF. C'est votre DAF. Bon, alors on va organiser une réunion avec Christophe. Non, DAF, c'est pas mon DAF, c'est globalement
Non, c'est les explications. C'est une charge de travail importante dans le sens où, quand je fais des projets, je suis obligé de faire des présentations à un certain nombre de personnes, le COMEX, le DSI, parce que le DSI, je reporte à un DSI, donc je suis obligé de lui faire des présentations très techniques. Je ne peux pas utiliser la même présentation quand je vais aller voir le COMEX ou le DAF. Donc je passe beaucoup de temps à faire des présentations pour arriver à me mettre au niveau des personnes que je rencontre. Et le pire, c'est quand on change de DAF, puisque dernièrement, on a changé. Et là, ça veut dire qu'il Pour faut, refaire. il faut tout refaire parce que les attentes, mais c'est normal, hein, mais ça prend du temps, quoi. Et c'est très chronophage. Et avec mes équipes, il faut qu'on travaille à arriver à amener enfin, répondre aux attentes du DAF. Donc, voilà, c'est un peu. Répondre à ces attentes et en même temps l'acculturer à ce que vous faites, au Voilà. projet, ce que Oui, disait tout à Ouais, l'heure ouais. Christophe, c'est descendre. Enfin, Ouais, parce que c'est vraiment j'allais encrasé sur- compléter, Savoir. on parle d'ETI, donc Monaco Télécom ETI. L'avantage, c'est que la manière dont nos bureaux sont construits, c'est qu'on est tous ensemble. Et donc, moi, le DSI, je ne le vois pas seulement quand il a 1 million d'euros à me demander pour une infrastructure et autres. Je le vois tous les jours. On discute au café et autres. Et donc, il y a une relation quand même assez étroite et qui permet justement de comprendre, parce que je ne suis pas du tout un expert en IT, j'y comprends rien, et donc il faut m'expliquer. Et une fois que j'ai compris, ah oui, je comprends, voilà. Après, mon DSI, si je lui dis demain c'est open bar, je lui dirai jamais, mais si demain je lui dis c'est open bar, il ne va pas pouvoir délivrer tout ce qu'il a envie de délivrer non plus, quoi. Il va devoir aussi allotir et prioriser en fonction des priorités de la boîte et de ce qu'on lui, de ce qu'on lui demande aussi. Ce que je demande aussi, enfin, sous la contrainte, le DSI, en général, un bon DSI, il trouve toujours des solutions, enfin, comme tout le monde d'ailleurs, même le DAF, même, enfin, toutes les fonctions. Sous la contrainte, on essaye de s'adapter. Ce qui est important pour l'IT, moi, c'est ce que j'arrive jamais à comprendre, c'est pourquoi on choisit un type d'infrastructure d'un côté et on choisit une autre solution pour faire à peu près la même chose d'une autre. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans le passé. On a un groupe Monaco Télécom de 3 opérateurs. On a un opérateur à Chypre et un opérateur à Malte. Je pousse nos DSI à acheter le même hardware, à acheter les mêmes solutions, voilà, comme ça on partage les expertises, on partage les best practices. Et voilà, je ne dis pas que c'est toujours évident, c'est très très facile à dire et à écrire sur un papier, mais c'est comme ça que je pense qu'on arrive à trouver des solutions, des optimisations budgétaires et potentiellement satisfaire un peu tout le monde. Enfin, Nous, on a un seul DSI, donc on n'a pas de problème. Par contre, on est présent dans 200 bureaux dans le monde, on a 200 bureaux dans le monde. Et donc, mais le centre de décision est à Paris, avec le DSI à Paris, le DAF à Paris. Donc on est tous à Paris. avec donc des solutions homogènes. Et, Des solutions voilà, homogènes, ça, c'est vraiment surtout important. dans tous les bureaux, ils sont faits de la même manière, Ouais. avec les mêmes technologies. Et dans un groupe de plusieurs entités, voilà, c'est un autre exemple, donc c'est autre chose, c'est pousser à être homogène, quoi. Alors, c'est pas toujours évident quand c'est des opérations de croissance externe, on achète ce qu'il y a, mais globalement, le plan, c'est les amener à avoir, et c'est aussi beaucoup plus facile en gestion, mais c'est aussi beaucoup plus facile en achat, puisqu'après, on a une position beaucoup plus forte vis-à-vis des fournisseurs. Et puis ensuite, dans le modèle de fonctionnement, en termes d'interopérabilité aussi, hein, des Tout à systèmes, fait, des solutions, tout à fait. c'est aussi à la fois un problème à gérer, mais de fait qui peut être éliminé aussi dès lors que cette dimension est pensée aussi un peu en amont et que c'est rendu possible. Il nous reste un petit peu de temps. Je vous propose qu'on prenne quelques questions de nos invités. Soit qui se réfèrent peut-être à votre quotidien, s'il y a des choses qui ont été, où on est passé peut-être un petit peu vite, vous souhaiteriez y revenir ou nous partager peut-être un point au sein de votre entreprise, organisation. Y a-t-il des... Oui, alors, est-ce que je... Alors, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on a un micro? En fait, comme on a une captation audio, j'ai besoin d'avoir votre voix. Est-ce que je peux vous demander... Voilà, pardonnez-moi parce que... Alors, nous avons des fils. Bonjour à tous, merci pour l'échange. C'était plutôt un retour d'expérience sur la partie achat, le fait de choisir une seule et même solution, une seule et même technique, techno. Ça permet de faciliter en effet l'interopérabilité, les compétences techniques de la DSI. Ceci étant, nous on travaille avec le groupe Dubois, on est 40 filiales. On essaie d'avoir un domaine régalien où on donne l'ensemble, on essaie d'homogénéiser notre IT. Ceci étant, en choisissant des technos différentes, ça nous permet aussi de diluer le risque. Un hardware HP
potentiellement des risques qui ne sont pas forcément sur un hardware Lenovo. Donc c'est toute cette stratégie à avoir. D'un point de vue achat, c'est une aberration totale, j'en suis conscient. Mais comment est-ce que vous traitez ce regard du risque en fonction des opérateurs, en fonction du hardware, du logiciel? Voilà, comment est-ce que vous pouvez traiter ce regard du risque par rapport aux achats? Vis-à-vis du risque technique, c'est ça? Puis il y a peut-être un point, alors je ne sais pas si c'est en complémentarité, mais en termes de compliance, parce que selon les pays dans lesquels vous êtes implanté, il y a des réglementations, des lois, etc., Ouais. qui fait que vous ne pouvez pas mettre tel Non, ouais, tout à fait, logiciel ou tout à fait. tel Moi, je outil parlais. ou tel produit. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, Moi, je on parlais fera pas plutôt de notre cas, et on est Voilà, Europe, pour- Union et ce que européenne, vous donc, disiez en donc termes d'État globalement, souverain. voilà, Voilà, on c'est est ça, ouais. globalement sur les mêmes réglementations. Donc voilà. Après, sur le risque technique, en effet, c'est un risque que le DSI doit mentionner aussi dans sa prise de décision et dans les différentes options qu'il a. C'est clair que nous, on pousse à l'homogénéisation. Mais ça a aussi un risque au niveau des achats, parce que si du jour au lendemain, comme VMware d'ailleurs, hein, du jour au lendemain, on nous dit bah non, c'est plus 50%, le 50% s'applique sur toute une flotte, l'impact est beaucoup plus fort que si c'était juste une infrastructure. Nous, c'est vraiment gestion au quotidien, c'est cette gestion au quotidien, parce on est des petites boîtes, et donc on n'a pas des moyens humains très développés. Donc il faut absolument gagner en efficacité, gagner je vous dirais, en backup, parce qu'on n'a pas non plus 3 postes pour 3 personnes pour faire le même job. Donc c'est pour ça qu'on pousse à ça. Mais cette notion de risque, comme vous le mentionnez, elle doit être prise en compte dans la prise de décision. C'est plutôt le DSI qui va la porter, qui va donner ses options ses préférés pour la prise de décision. Ça fait partie aussi de cette prise de décision éclairée dont vous parliez. Donc ça, Exactement. c'est un des Exactement. éléments qui doit C'est être un des porté à votre éléments, ouais. connaissance pour qu'effectivement vous puissiez en avoir la maîtrise et Exactement. l'intégrer dans votre arbitrage. Merci beaucoup. Merci. De votre question. Avez-vous une autre question, une réaction, un complément à ce qu'on a évoqué, le partage de ce qui peut se faire dans vos structures, qui pourrait être aussi un des exemples différenciés par rapport à ce qu'on a évoqué? Oui, monsieur. Je peux me permettre de vous... Pardonnez-moi, c'est très indélicat de ma part, mais je ne peux rien faire. Les fils sont scellés. Bonjour, merci pour l'intervention. David Font, SNCF. Je voulais savoir, dans les ETI, vous rédigez votre gouvernance ou pas? Est-ce que vous avez des documents qui formalisent et qui expriment les attendus, les règles, les perspectives pour cadrer toutes les actions qui en découlent? Est-ce que vous avez une dimension rédactionnelle Je dis ça parce que nous, on est confrontés à cette problématique avec les problématiques de gouvernance qui, des fois, se télescopent, etc. Est-ce que vous avez une vision rédigée de ce que vous attendez, des alignements attendus et des règles génériques qui se déclinent de proche en proche Est-ce que vous avez un cadrage rédactionnel de votre gouvernance? Alors, oui, mais très partiel et depuis peu, si je puis dire. On est une société, nous, en quelques mots, et puis après je vous laisserai la parole, on était une société de faiseurs, et donc pas de documentation, rien. On est rattrapé maintenant par la réglementation qui est de plus en plus forte, et la documentation, elle est obligatoire. Elle fait partie de la gouvernance, elle est obligatoire. Donc, oui, on commence à en avoir, mais on n'est pas encore au bout de nos peines, et on n'est pas encore au bout de nos sujets de documentation, mais elle est fondamentale. Frédéric, peut-être? Oui, enfin, je pense que sans rentrer dans des choses très complexes, le schéma directeur informatique, c'est déjà le premier outil de gouvernance, si on veut enlever tous les trucs qu'on écrit, qu'on relit jamais, qui peut servir à quelque chose, puisque en fait on va dire ce qu'on va faire et ensuite on va pouvoir vérifier si on a fait ce qu'on avait dit. Et donc on choisit un schéma directeur à 3 ans, et c'est un outil avec une vision partagée. Et en plus on peut, alors maintenant on va dire en 3 ans il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, hein, on n'a qu'à regarder l'actualité à l'AFP, et donc on peut le réactualiser aussi tous les ans. Ça veut dire qu'il faut retravailler peut-être 10% ou 20% de certains sujets, mais je pense que le schéma directeur, il permet à la fois d'avoir cette vision partagée. Alors moi, quand je l'ai mis en place avec des entités, alors que pas nécessairement des ETI, mais qui étaient chez nous des contrats autonomes sur des grandes villes, comme par exemple sur Marseille, Aix-Marseille-Provence, qui a ses propres moyens, on essaie aussi d'en tirer, entre guillemets, un poster.
C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, on va synthétiser tout. Alors aujourd'hui, on demandera ChatGPT. Avant, nous, on utilisait des gens qui dessinaient. Et en fait, on en fait un poster. Et ce poster dans le bureau permet au moins de se rappeler que quand on s'est engagé en disant qu'on allait développer la gestion de stock comme un élément essentiel connecté à la relation client qui permettra de répondre à ça en 3 minutes, et ben, c'est écrit, c'est là, c'est vu. Donc, je pense qu'au-delà dans cette logique d'écrit, je pense que c'est plus la logique de communication qu'il faut viser. Donc, il faut trouver les bons écrits qui vont permettre d'avoir de véhiculer cette bonne communication, cette bonne vision. Ça, à mon avis, c'est le minimum. Après, c'est sûr que dans le sujet formation dont on parlait tout à l'heure, si les gens ils sont pas formés et voilà, ils vont pas naturellement s'improviser, comme je disais, chef de projet. Donc, il faut aussi, c'est quoi un compte rendu de gestion de projet de base, c'est quoi une fiche d'initialisation de projet avec une gestion de risque à la fin. Enfin voilà, il leur faut des outils. Mais à la limite, cela, je trouve, j'ai déjà cité une fois ChatGPT, je vais le refaire une deuxième fois. Je trouve qu'aujourd'hui, on demandera à ChatGPT, en fait, la méthode aujourd'hui, elle se diffuse, elle est là. Le sujet maintenant, c'est vraiment de prendre les fondamentaux et de le mettre en œuvre. Vérifiez quand même ce qui sort de ChatGPT. Ouais, il y a de moins en moins C'est la journaliste d'hallucinations. Et ben alors, je vais vous partager quelques petits sujets Ça et dépend ce qu'on a mis en croyez-moi, entrée. vous en reviendrez. Y a-t-il une dernière question? Il nous reste 2 petites minutes avant la fin de cette séquence. Plus de questions? Eh bien, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous compter parmi nous. Merci à vous d'avoir été évidemment à nos côtés fidèles. Et puis évidemment, l'information continue ici sur Monaco jusqu'à ce soir avec une plénière. Si vous pouvez y assister, ne la ratez pas à 18h sur un sujet qui s'annonce passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bel après-midi.